Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On a quelques minutes de retard, 12h40. Je suis en compagnie d'Alexandre Langlois, que vous connaissez bien maintenant, du syndicat Vigie, et qui va nous expliquer dans le détail ce qui s'est passé avec cette audition à l'IGPN pour son collègue Noam Anouar, qui va aussi nous faire des révélations. Il va nous expliquer le détail de cette audition, de cette convocation, les raisons qui ont été invoquées, et on reviendra aussi sur le côté vraiment concret de ce que signifie le sursis, les sanctions fermes, etc. Alors, donc, je dis, vous le connaissez, pourquoi ? Parce que c'est un policier un peu particulier, alors qu'il devrait pour beaucoup être la norme, c'est-à-dire qu'il est capable de défendre à la fois sa profession, son corps, la police, mais d'être aussi en phase, je dirais, avec les citoyens, d'avoir une police humaine, républicaine, qui ne soit pas, comme on l'a vu, et on ne va pas jeter l'opprobre sur toute la police, c'est pas du tout le genre de la maison, mais quand même, on a vu des comportements qui posent question et malheureusement qui aussi ont apporté des réponses. On a souvent parlé, tous les deux d'ailleurs, du LBD, des grenades GLIF4 et de sa remplaçante qui est au moins aussi dangereuse. Donc Alexandre, vous étiez convoqué, enfin Noam était convoqué, c'était hier ou avant-hier ? Hier, c'est ça, à l'IGPN et conseil de discipline de la préfecture de police de Paris. Pardon, j'ai dit IGPN tout à l'heure d'ailleurs sur mon tweet, c'est le conseil de discipline de la préfecture de police de Paris. On ne dira jamais assez que c'est comme un État dans l'État. C'est ça. Et donc, tu vas nous expliquer tout ça. Quelles étaient les raisons de sa convocation, et pour commencer, et ensuite on parlera des sanctions qui lui ont été infligées. Alors les raisons de sa convocation étaient nombreuses. Sur la convocation, j'ai pris le listing, je vais lire en même temps parce que je n'ai pas pu tout retenir. On lui reprochait d'avoir manqué à son devoir d'exemplarité, à son devoir d'obéissance, à son devoir de réserve, aux obligations de rendre compte et d'avoir fait preuve de négligence professionnelle. Il y a un dernier point que je rajoute, mais je vais l'exposer juste après parce qu'il y a une petite anecdote assez croustillante sur l'ironie de l'histoire. C'est que notre organisation, en 1944, faisait partie du Front National de la Résistance et on participait à la libération de Paris, nos adhérents de l'époque. Donc Noam Anouar, hier, était convoqué dans la salle des 167 policiers morts pour la libération de Paris. Et au moment où l'histoire est encore plus croustillante, c'est que le dernier point qu'on lui reprochait, c'est d'avoir porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale par ses prises de parole. Et cet article, pour museler les fonctionnaires, est sorti tout droit de l'article 5 du Code de la fonction publique de 1941. Voilà une époque où on savait tenir les fonctionnaires qui osaient s'exprimer plus librement. Donc voilà où on en est. Donc les services du préfet Lallemand ont essayé de refaire le match de l'histoire quelques années plus tard. Donc voilà tout ce qu'on lui reprochait. Donc ça, c'était sur la convocation. Ensuite, dans les faits, quand il arrivait devant le conseil de discipline, il était accompagné d'un député de la République, donc M. François Ruffin, et on lui a dit, écoutez, tout ce qu'on a mis dans la convocation, c'est du bricolage, c'est bidon, c'était juste pour vous casser les pieds, vous mettre la pression. On va juste retenir les dernières prises de parole que vous avez faites sur des différents médias pour dénoncer les dysfonctionnements dans la police nationale, les usages disproportionnés de la force dans certains cas dans les manifestations, du racisme de quelques collègues dans la police nationale. Enfin, toutes ces prises de position qui sont les prises de position du syndicat d'ailleurs, qui sont partagées par tout le syndicat. Un résultat des courses, donc déjà il n'y a plus rien de professionnel, on est d'accord, on ne s'attaque que sur le syndicat. Et après, la précision qui a été faite également, ça a été de dire, écoutez, il y a une commande de M. Castaner qui veut votre tête. Voilà. C'est prodigieux ça. Ça a été dit comme ça. Ils ont dit il y a une commande de M. Castaner à votre rencontre. Voilà comment ça a été dit, la traduction, c'est on veut sa tête, devant un élu de la République. Donc il n'y a même pas de souci sur ça. Et la chose suivante, c'est qu'après ils ont dit de toute façon, M. Castaner a quelque chose contre votre syndicat et veut le faire taire, parce que M. Langlois, qui a été déjà reconvoqué à l'IGPN 10 jours après sa reprise, lui aussi on va le reconvoquer très rapidement pour le resanctionner. Donc après 3h30 passées entre les murs de la préfecture de police a été auditionné, il ressort, la sanction tombe, la sanction proposée, parce que donc savoir que dans la police nationale, comme dans toute la fonction publique, il y a déjà deux choses. Il y a le fait fautif est déterminé par l'administration.
Donc l'administration dit, pour nous, on estime que c'est fautif, aujourd'hui c'est tel fait. Donc il n'y a pas de possibilité de s'en prévaloir avant. On découvre au fur et à mesure les faits fautifs. Et c'est l'administration elle-même qui décide le niveau de sanction qu'elle veut appliquer aux faits fautifs qu'elle a elle-même déterminés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle de sanction, par exemple comme dans le code pénal, on dit on a fait ça, on risque ça. Dans la police nationale, c'est à la libre appréciation de la police. Donc le conseil de discipline a rendu un avis, ce sera le ministre qui aura le dernier mot. Il pourra ne pas en tenir compte, annuler la sanction, la minimiser, la maintenir ou l'aggraver. C'est rassurant. Non, ce n'est pas rassurant vu qu'on sait que c'est lui qui veut les choses, qui nous en veut personnellement. Et donc on lui a demandé 6 mois d'exclusion de fonction ferme, c'est-à-dire que pendant 6 mois il ne sera pas payé, il n'aura aucun salaire. Il devra demander l'autorisation à l'administration s'il veut exercer une autre profession. Et il a 18 mois d'exclusion temporaire de fonction avec sursis. C'est-à-dire que l'administration dit, si vous continuez à critiquer l'administration dans les médias, on vous mettra 18 mois de plus. Dès que vous êtes resanctionné pour n'importe quel motif, et le sursis, donc c'est-à-dire que la personne ne prend pas la sanction tout de suite, elle peut la prendre pendant les 5 ans qui arrivent s'il est recondamné par l'administration pour un fait fautif qu'elle aura elle-même décidé. Donc je résume, pour que ce soit bien clair. Noam Anouar, syndicaliste Vigie, syndicat de la police, Oui. qui est élu, qui a des élus, etc., qui n'est pas le premier syndicat, mais on en a déjà parlé aussi sur les procédures. Fraude des élections, sur on attend l'annulation des prochainement. élections, qui est convoqué au conseil de discipline de la préfecture de police de Paris. On lui dit, cher monsieur, les motifs de convocation sont fallacieux, bidons, etc. En fait, le ministre veut votre tête. Tout ça dit devant un député, en l'occurrence François Ruffin. Et donc, vous prenez 6 mois sans salaire. Et de toute façon, il y a une commande claire pour vous faire taire. Et c'est quand même incroyable. Enfin, c'est quand même incroyable. Enfin, on en est là aujourd'hui. Voilà, et c'est d'autant plus incroyable. Enfin, je vais faire le parallèle pour les gens qui travaillent par exemple dans le secteur privé. Imaginez un chef d'entreprise qui convoque des syndicalistes pour les sanctionner en disant vous m'avez déplu. Je ne parle pas de quelqu'un qui aurait fait une faute professionnelle, mais réellement dans son mandat syndical, vous m'avez déplu, donc je vous sanctionne. Ce serait la levée de bouclier, le tollé, les prud'hommes sanctionneraient lourdement l'employeur, mais dans la police nationale, comme l'administration est juge et partie, ce tour de passe-passe magique peut arriver. Et après, même, en plus, c'est renforcé, parce que quand l'administration est condamnée au tribunal administratif pour ses manquements, moi, par exemple, ça m'est arrivé personnellement, je les ai fait condamner pour discrimination syndicale, M. Castanet, en l'occurrence que c'est lui le ministre actuel, refuse d'appliquer la décision de justice. Voilà. C'est-à-dire que même quand ils perdent devant les tribunaux, ils refusent d'appliquer les décisions de justice. Sachant que si on reste dans le parallélisme, puisque de toute façon, on est dans le... Après le rappel de la déontologie par le président de la République au ministre de l'Intérieur. Il faut quand même resituer les choses en contexte. Le président de la République est intervenu, comme il l'a fait à l'occasion du délai avec ce cafouillage, quand une famille perd un enfant, pour que dans une entreprise on puisse prendre 12 jours et donc 5 jours. Je ne reviens pas sur cette affaire, il a parlé de plus d'humanité, là il parle de plus de déontologie. Et on se rend compte en fait que dans les faits, on a effectivement l'effet inverse. Et pour rester dans le parallélisme, moi je vois sur Twitter un certain nombre de syndicats, par exemple, je crois que c'est Synergie, les officiers de police et les commissaires, etc. Alors ça, c'est SCSI. Je vois des tweets, que la décence m'interdit de citer, à la fois alors je ne parle même pas de l'orthographe et de la syntaxe, mais dans les termes employés, la violence de ces tweets envers le peuple français, ou d'autres syndicalistes qui sont devenus des produits de télévision, suivez mon regard, des jeunes filles assez combatives, qui ont des propos quand même assez sans commune mesure avec ceux de Vigie, et qui eux ne sont pas sanctionnés. C'est-à-dire qu'on a réhabilité... Linda Kebab, pour que ce soit clair. Linda Kebab, oui, qui dit tout et son contraire. Donc des fois, on peut être d'accord avec elle, parce que puis le lendemain, elle va dire autre chose, donc on ne sait pas très bien suivre sa ligne directrice. Par contre, ce qu'on peut suivre, c'est la ligne directrice du syndicat Unité SGP, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, qui dit, son secrétaire général dit « Une main arrachée, c'est bien fait pour sa gueule », se réjouit d'une mutilation. Incroyable. Pas de sanction ni de l'administration qui ne bouge pas. Un autre délégué de ce syndicat, quelques années auparavant, avait dit sur une chaîne de télé de grande écoute, Bamboula, c'est convenable.
Je me souviens très bien de ça. Donc ce n'est pas sanctionné non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sanctionne pas des actes. Le syndicat des commissaires également, tiens, on va prendre parce que c'est important, ils l'ont dit il n'y a pas longtemps, ils avaient fait un tweet en disant il faut supprimer les avocats militants qui avaient demandé, donc c'était Maître Halimi qui avait demandé la suppression de l'IGPN. Et en fait, quand on regarde le Larousse est très clair, on peut supprimer une institution. Par contre, supprimer des personnes, il n'y a qu'un seul sens dans la langue française, c'est les tuer. Et d'ailleurs, il y a eu un dépôt de plainte pour appel au meurtre. Donc du coup, ces gens-là ne sont pas sanctionnés. Et on peut même s'interroger, Alexandre, aussi sur les tweets, les jours de manifestation tout à fait officiels de la préfecture de police de Paris, qui se livre parfois à une comptabilité un peu macabre, et que quand les pompiers étaient lourdement chargés, on disait mais attendez, ils n'ont pas respecté, en gros c'est bien fait, tenue de feu, alors qu'on avait dit pas tenue de feu, casque, donc en gros il faut qu'ils aillent au front, alors qu'on sait que ça devient très difficile de manifester, mais il ne faut pas se protéger, quoi. Et ça, comme je l'ai dit dans un tweet, on peut se demander jusqu'où va aller ce mélange des gens, puisque est-ce que la préfecture de police n'outrepasse pas son rôle et dans sa communication, ne se transforme pas un peu en parti politique? C'est quand même assez flagrant, ça. C'est-à-dire que la préfecture de police, ça a été très clairement dit par M. Lallemand. Quand il a parlé, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. En parlant d'une dame qui se disait soutien des Gilets jaunes d'une 60aine d'années, le lendemain de la gestion catastrophique de la manifestation qui devait commencer place d'Italie. Et qui a été annulée en cours de route. 40 minutes avant le départ, ce qui est illégal d'ailleurs. Ce qui est complètement aberrant. Enfin, je ne repasse sur les faits et les détails, mais c'est-à-dire que quand on parle de deux camps, qu'on représente l'État français, qu'on est fonctionnaire, il y a deux camps pour les policiers. Il y a les camps de ceux qui respectent le code pénal et ceux qui commettent des infractions au code pénal. Le reste, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est la neutralité de l'État. Voilà. Le préfet de police l'allemand, lui, a changé ça. Il a inventé le nouveau délit, un délit d'opinion. Si vous ne pensez pas comme le gouvernement, vous êtes contre nous. Donc on peut utiliser tout ce que vous voulez. Le parallèle également sur la technique de maintien de l'ordre de la préfecture de police, c'est très intéressant que tu aies cité les pompiers. Les pompiers, en fait, sur la première manifestation qu'ils avaient déclarée, étaient venus non casqués, sans tenue de feu. Ils étaient venus manifester pacifiquement. Ils ont été nassés sur le pont de l'Assemblée nationale. Une députée était sortie, Madame Marine Le Pen, avait posé la question, ça a été filmé, c'est pour ça que je la cite, au chef du dispositif, le commissaire qui était sur place, qui a dit « Mais pourquoi vous nassez les pompiers? Ils veulent juste rentrer chez eux, vous leur tirez dessus des grenades, vous leur balancez les canons à eau, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. Mais vous les empêchez de partir parce qu'ils sont nassés. » La réponse du commissaire de police a été « J'ai des ordres qui viennent d'en haut. » Voilà. Donc on n'en saura pas plus. Moi je rappelle que quand Jérôme Rodriguez a été éborgné, c'était lors de l'acte 11, nous avons été nassés aussi plusieurs fois, surtout à la fin. C'est impossible de sortir. Place d'Italie, on a été nassés. Et en fait, depuis 14 mois, maintenant 13 mois que je suis sur le terrain, que les manifestations soient déclarées ou pas, il arrive toujours un moment où on est nassé, où on ne peut pas sortir, et où c'est un peu le jeu du chat, et c'est un jeu dangereux, et du chat et de la souris. Chaque fois, on dit on veut sortir, on fait le tour des places, et on peut tourner comme ça, comme un couillon pendant 1 heure, et c'est une technique qui est, certes, on peut comme ça contrôler les populations, mais on sait pas trop qui rentre et qui sort. Et il y a des gens à l'intérieur qui n'ont rien à voir avec des manifestants, qui n'ont rien même à voir avec du Black Bloc, parce que moi j'ai vu des gens en noir avec les codes vestimentaires des Black Blocs, mais ce n'étaient pas les Black Blocs, hein. Je l'ai dit assez, je l'ai répété, je l'ai prouvé, je l'ai filmé d'ailleurs. Et comment on fait là? On ne peut rien faire quand on est pris dans les gaz lacrymogènes, les grenades, les tirs de LBD. On dit les gens sont violents, mais si on ne peut pas partir. Il y a deux choses. Donc du coup, sur ça, les pompiers ont dit la prochaine fois, comme vous avez agressé, on viendra en tenue de feu, ce qui prouve bien que la gestion du maintien de l'ordre, faite par le préfet allemand sur les ordres du gouvernement, parce que les préfets sont aux ordres du ministre de l'Intérieur, engendre de plus en plus de violence et des réactions de défense, de manifestations différentes. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que sur les manifestations, quand les gens sont nassés, c'est des études psychologiques qui le démontrent. Et quand les gens sont nassés, gazés, il y a un moment, c'est notre cerveau qui prend le dessus et qui dit l'instinct de survie prend le dessus. Et en fait, là, on fonce dans le tas pour sortir et se sauver. C'est-à-dire qu'en fait, cette technique engendre de la violence et c'est psychologique. C'est dans des études. Donc, c'est-à-dire que même les gens les plus pacifiques, et je donne l'exemple, c'est arrivé sur une manifestation qui date un peu sur la loi travail où les gens avaient été nassés, mais j'ai eu un copain qui conduisait une petite camionnette syndicale qui avait une 60aine d'années. Il s'est retrouvé nassé, il a paniqué. Il n'aurait jamais fait de mal à une mouche, il a foncé sur les policiers pour s'échapper. Il a abandonné tout le monde, il devait nous ramener. Donc c'est pour montrer que c'est... Moi je l'ai vécu plusieurs fois et je me souviens par exemple cette fameuse journée du 16 mars, je ne sais plus quel acte c'était, acte 13 peut-être, où tout le monde s'est déchaîné sur les champs.
Alors que tout le monde savait, hein, les réseaux avaient averti que du Black Bloc allait arriver de différents pays, etc. Il y avait toute une mousse autour. Tout était ouvert aux quatre vents. On était là, moi j'étais là dès 8h du matin. À 9h, a commencé à y avoir beaucoup de monde. Ensuite, on a été nassés. Je me souviens très bien, puisqu'il y avait une manifestation pour la planète, etc. On devait rejoindre les cortèges. Et on n'a pas pu s'échapper. Et les gens se piétinaient. C'était une cohue invraisemblable. Et à ce moment-là, effectivement, il faut beaucoup de sang-froid, faire beaucoup d'efforts sur soi-même pour ne pas se transformer en fou furieux, quoi. En bête, on a envie de sortir, on a envie de respirer. Et quand on voit en plus des injustices avec des gens qui tapent un peu n'importe comment, bah ça crée de la tension, ça crée de la peur et ça crée du désordre. Ça, il faut être clair là-dessus. Cette technique de maintien de l'ordre est tout à fait irresponsable, et ça je l'assume, c'est moi qui le dis. Et c'est pour ça que quand les gens ne sont pas nassés, quand les cortèges ne sont pas coupés et tronçonnés et qu'ils sont fluides, ça se passe très bien. Mais d'ailleurs, c'est même de façon, c'est irresponsable même du point de vue policier. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur aussi. Ils n'ont pas envie d'intervenir. Ce qu'ils disent, une manifestation qui se passe bien, c'est quand je n'interviens pas. Je n'interviens pas, je rentre à l'heure le soir, je n'ai aucun risque d'être blessé et je ne serai pas mis en cause parce que j'ai fait un mauvais usage de n'importe quel matériel. Donc, et même s'il y a des nervis, excuse-moi, je te coupe, ouais. Il y a beaucoup de policiers, moi, que j'ai vus, qui sont des jeunes et qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, puisqu'on a un peu rappelé tout le monde, hein, surtout après l'acte 3, où c'était un peu la panique et la désorganisation et l'improvisation. J'ai vu la peur des policiers de se retrouver là au milieu complètement instrumentalisé avec des ordres, d'ailleurs parfois contradictoires, puisque c'était le bazar. Il y avait des gens sur le terrain qui donnaient des ordres, 2 salles de préfecture qui donnaient d'autres ordres, et la salle Place Beauvau de commandement qui donnait encore d'autres ordres. Voilà la réalité du maintien de l'ordre, et c'est pour ça que les gens ont peur, et c'est évidemment qu'il y a moins de monde dans les manifestations. Ça peut se comprendre. C'est une stratégie, effectivement, voilà. Quand on risque. Même moi, il faut le répéter, tout ça, parce que... Même quand je vais manifester, ma femme me dit, attention, j'ai peur que tes collègues balancent un tir ou une grenade dans le tas et que tu sois blessé ou mutilé. Elle a dit, c'est pas contre eux, c'est la technique de façon globale, où les gens, maintenant, ils savent qu'ils risquent grave quand ils viennent manifester. Et après, c'est la chose suivante, c'est qu'aussi, il n'y a pas de cadrage derrière, on en revient à l'IGPN, le contrôle de la police. Je repense à cet exemple très marquant sur Marseille, sur je ne sais plus quel acte des Gilets jaunes, 80 tirs de LBD sur la journée, 60 tirs des 3 mêmes fonctionnaires de la même équipe. Donc c'est pas possible, là cela était au bal-trap. C'est ça. Donc voilà, et on voit bien que les enquêtes IGPN n'avancent pas. Les journalistes arrivent à faire des enquêtes beaucoup plus rapidement, ce qui aboutit à des décisions après de justice, et heureusement. Mais malheureusement, cette minorité de policiers qui font réellement n'importe quoi d'initiative et qui sont contents qu'on leur ait lâché à bride, n'ont rien à faire chez nous. Et mettent en danger les policiers qui veulent faire leur travail de façon consciencieuse, mettent en danger les manifestants et même les riverains, parce que c'est la première fois, je rappelle, que nous avons des morts en dommages collatéraux, donc Mme Zineb Redouane, et que le ministère de l'Intérieur, pour lui, c'est quasiment rien du tout, et c'est pas grave. C'est la moindre des choses, c'est la décence que quand on a fait une erreur qui aboutit à la mort d'une personne, qu'on aille au chevet des gens, qu'on aille voir la famille, qu'on accompagne et qu'on s'excuse. Et puis on voit bien, sans faire de politique politicienne, moi je ne suis pas là pour ça, je m'en tiens aux faits, on voit bien que les déclarations, notamment du président de la République, sur la remise en cause, je ne sais plus, il y a quelques semaines, il avait dit qu'il fallait réfléchir parce qu'on ne pouvait pas se satisfaire ni du côté des policiers, ni du côté des manifestants, que ça se passe aussi mal. Le rappel de la déontologie, le rappel de l'humanité, et on se rend compte en fait chaque fois qu'il y a évidemment des déclarations, toujours au nom des droits de l'homme, de l'humanisme, etc., qui sont reprises comme une antienne par les chaînes mainstream, les éditorialistes, etc. Ça c'est pilonné, c'est martelé, ça finit par entrer dans les cerveaux, parce qu'il y a quand même 46% des Français qui s'informent encore via les médias mainstream, et on voit que dans les faits, quand ça s'incarne, la réalité est bien loin de tout ça. Mais il y a bien eu des rappels déontologiques, j'en ai fait les frais. L'urgence a été, 10 jours après ma réintégration, pour un communiqué syndical, de me convoquer à l'IGPN. Il y a des collègues qui commettent des exactions, qui ne sont jamais convoqués, ou alors dans des délais très longtemps, quand la presse s'en est mêlée. Il y a également d'autres collègues, dans le 91, ceux qui travaillent de nuit, qui avaient manifesté leur mécontentement d'être payés 0,97 centimes, des missions de travail qu'ils n'avaient pas à faire, qui étaient des missions en dehors de ce qu'on leur demandait de faire. Une note de service a été prise par le directeur central de la sécurité publique pour leur rappeler qu'ils n'avaient pas à manifester leur mécontentement et qu'il fallait qu'ils bossent en se taisant. Donc les rappels déontologiques, c'était « soyez bien aux ordres, taisez-vous, on va vous mettre dans le compte ».
Par contre, pour tout ce qui est les déviances qu'il y a pu y avoir qui mériteraient des sanctions, là, il n'y a eu aucun rappel déontologique. Et ensuite, les propos du président Macron sont assez ironiques quand on sait que M. Macron affirme être un pro-européen affirmé et qu'il veut aller vers l'Europe. C'est qu'il a demandé à tout le monde d'inventer l'eau chaude. Il y a un code de police éthique européen qui prévoit des rapprochements police-population, pas de contrôle interne de la police, avec des mesures très concrètes, très pratiques, qu'il y a juste à transposer en droit français. Et là, M. Macron fait semblant d'ignorer ce code qui existe depuis 2001, signé par la France, et demande qu'on lui invente l'eau chaude ou le fil à couper de beurre. Donc en fait, c'est un double discours. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent qu'on n'applique pas, par contre, on continue de faire n'importe quoi. Je vais revenir parce qu'en fait, on avait un communiqué qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre. Vous allez avoir la primeur du communiqué qui n'est pas encore paru et qui était en cours de finalisation, mais je vais donner les grandes lignes pour que sur la convocation d'hier. Ça part du discours de M. Macron, qui a dit il y a quelques jours « Essayez la dictature et vous verrez ». Voilà. Donc ça commence, il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence et la haine à combattre. Donc nous avons pris le respect de l'autre. Quand M. Macron, en tous les cas son gouvernement, méprise les policiers, méprise les citoyens, ce qui aboutit pour la police nationale, depuis que M. Macron est président, à 132 suicides de nos collègues. C'est-à-dire que les policiers meurent à cause d'un mépris de leur institution, beaucoup plus que des délinquants et des criminels qui nous tirent dessus. Donc ça, je veux dire, à ce moment-là, que fait M. le Président de la République? La deuxième chose, il dit l'interdiction de la violence. Je rappelle les propos de Mme Sibès Ndiaye. Si provoquer de la violence, c'est faire les réformes pour lesquelles on a été élu, je les assume. Ces propos pyromanes mettent en danger les policiers, mettent en danger les citoyens et les riverains, parce qu'ils sont complètement irresponsables et légitiment la violence. Je vais donner l'exemple de M. Louis Blanc, qui a déclaré ça le 4 juin 1874 à l'Assemblée nationale, Troisième République. Le suffrage universel est l'instrument d'ordre par excellence, parce que, en faisant la loi l'œuvre de tous, il impose le respect à tous et dispense le recours à l'emploi de la force matérielle. C'est-à-dire que si nos élus représentent réellement le peuple, il n'y a plus de violence dans la rue. Ça règle le problème des policiers, c'est des réponses politiques qui sont apportées avec des consensus, qui fait qu'il peut y avoir des minorités qu'on a toujours eues depuis des années, depuis des siècles, qui combattent l'ordre établi pour diverses raisons par la violence, mais qui sont une minorité marginale. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le gouvernement légitime la violence contre tout le monde si on n'est pas d'accord avec eux. Donc c'est très grave. Mais la phrase suivante, il continue sa diatribe en disant « Tous ceux aujourd'hui dans nos démocraties qui se taisent sur ce sujet sont complices aujourd'hui et demain de l'affaiblissement de nos démocraties et de notre République. Nous, à Vigie, nous défendons cette démocratie et cette République. Nous ne taisons pas les dysfonctionnements et tout ce qu'il peut y avoir comme dérive, justement cet autoritarisme, cette manipulation de la police. Et aujourd'hui, malgré ce discours très beau de M. Macron, c'est nos délégués qui sont persécutés à la fois par l'administration, également par l'administration qui nous envoie devant le tribunal. J'ai été convoqué au tribunal de grande instance de Nanterre pour 6 affaires de diffamation mardi dernier. Les conclusions du procureur sont assez éloquentes. Vos combats sont légitimes. Mais comme vous avez critiqué de façon impertinente des directeurs de la police nationale, je demande en réquisition 20 000 € d'amende, dont 10 000 € avec sursis. Donc on espère que les juges qui ne sont pas aux ordres de Mme Belloubet comme le parquet auront la gentillesse de comprendre que nous dénonçons des faits graves, que même le procureur l'a reconnu, et que dénoncer des incompétences au niveau des directeurs ne mérite pas du tout d'être attaqué pour diffamation. Donc il y a tout ce côté. Et ce que je vais dire aussi, ça a été annoncé au niveau de la direction générale maintenant il y a 2 ans, quand ils ont commencé à nous avoir dans le viseur parce que nous dénoncions des choses qui dérangent. La stratégie a été très clairement établie. Ils ont dit, nous allons prendre tous les délégués de vigie qui sont médiatisés, nous allons les sanctionner. Nous allons les exclure de leurs fonctions pour qu'ils perdent du salaire. En parallèle, nous allons les attaquer au tribunal pour diffamation. Nous espérons qu'ils n'auront plus d'argent pour se défendre et qu'ils soient condamnés. S'ils sont condamnés pour diffamation, il peut y avoir une inscription au casier judiciaire, au niveau B2. Voilà. Si cette inscription est faite, ils seront virés pour impossibilité d'être policiers avec une inscription judiciaire au B2. Cette stratégie a été énoncée clairement, a été énoncée, des adhérents, déclinée, etc. C'était où et quand et par Alors qui? c'était au niveau de la direction générale de la police nationale. C'est des adhérents qui sont chez nous qui ont entendu les conversations. Donc je n'ai pas la date exacte et l'heure exacte. C'était juste au moment où ils ont dit on va les asphyxier financièrement, on va essayer de les salir en justice, non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils n'auront plus les moyens de se défendre financièrement. Donc on va tout faire pour arriver à ce but-là. Les sanctions vont aller crescendo. Dès qu'ils vont reprendre le travail, on va les reconvoquer en discipline. Pour le moment, le déroulé de ce qu'ils ont annoncé se confirme.
jusqu'au jour où on pourra se débarrasser d'eux, qu'ils partent écœurés de la police, parce qu'on aura réussi à les faire fuir tellement on leur a mis la pression. Voilà, donc c'est dans une république comme la France, voilà comment la direction de la police nationale essaye de faire taire les récalcitrants par des méthodes tout à fait indignes, ou alors dignes d'un régime, mais qui n'est plus une république. Revenons à l'histoire de Noam, et la tienne aussi, puisque malheureusement, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, à travers les mots et les lignes, c'est que tu vas subir le même sort, probablement. Ils l'ont annoncé hier, Voilà. Ils ont convoqué l'IGPN, c'est fait, ils l'ont annoncé à Noam hier. Donc qu'on comprenne bien techniquement comment se déclinent ces mesures. Alors d'abord, la suspension, avec ses conséquences, et le sursis. Alors suspension, donc c'est une sanction qui tombe, on est suspendu de la police nationale, on reste chez soi, on ne travaille plus, et on n'a pas de traitement, on n'a pas de salaire, on ne touche pas d'argent, et il faut demander une autorisation si pendant ce temps, pendant ces 6 mois en l'occurrence, on peut, pour subvenir à ses besoins, trouver un autre boulot. C'est pas sûr que ce soit accepté. Non, Voilà. l'administration n'est pas obligée On n'est pas obligé d'accepter. Ça, c'est la sanction ferme. Et le sursis, comment il se manifeste? Alors le sursis, c'est à chaque fois la même chose, qui est arrivé pour mon cas et pour également Noam hier. C'est dire, bon, là on vous a mis 6 mois ferme déjà d'exclusion. Le sursis, c'est si vous continuez, voilà, donc c'est un chantage, très clairement c'est du chantage. Si vous continuez à vous exprimer librement, même si c'est des faits, et ben on vous mettra le sursis pour vous faire taire. C'est-à-dire qu'en fait le sursis va tomber quand une autre sanction va arriver. Donc ils ont dit très clairement qu'à chaque fois ils augmenteraient le niveau de sanction. C'est-à-dire que s'ils tiennent parole, par exemple pour moi, ils vont demander normalement 18 mois d'exclusion la prochaine fois, mais auxquels s'ajouteront les 6 mois. La prochaine fois que Noam sera sanctionné, parce que nous continuerons notre combat quoi qu'il arrive, nous pensons que défendre des valeurs, c'est pour ça que nous sommes rentrés dans la police. Et c'est notre travail de policier de défendre à la fois nos collègues et la population. Et nous agissons comme ça au sein de ce syndicat, c'est que c'est notre travail de policier que nous continuons, donc aucune raison de se coucher. C'est donc Noam la prochaine fois prendra encore plus de sursis, enfin plus de sanctions, donc ils auront sans doute 24 mois. À quoi s'ajoute le sursis? Imaginons que Noam est recondamné la prochaine fois à 12 mois ferme d'exclusion temporaire de fonction, il devra ajouter à ces 12 mois fermes les 18 mois de sursis qui avaient déjà été prononcés. D'accord. Donc c'est qu'on arrive à des échéances où on ne se voit plus dans la police pendant 3 ou 4 ans. Bon, c'est très clair. Alors, une question, comment, je ne parle pas des autres syndicats, parce qu'on est dans le jeu syndical et on connaît déjà la réponse, mais comment les policiers de terrain, tes collègues, etc., face à ce traitement, parce que si toi tu le sais, si Noam le sait, tout le monde le sait, de toute façon, dans la police, c'était quand même une famille, et les informations circulent, comment ils ressentent ce traitement qui vous est accordé, et quand même un traitement, d'après ce que tu dis, assez particulier et spécifique. C'est assez particulier et spécifique, il n'y a pas de question là-dessus. Alors ça dépend, c'est comme partout, les policiers sont des êtres humains, donc il y aura différents points de vue. Il y a ceux qui sont en roue libre, qui sont très contents qu'on se prenne plein de sanctions, qui veulent continuer à faire n'importe quoi. Il y a ceux qui défendent une police républicaine, qui n'osent pas forcément parler, parce que justement, ils ont peur d'avoir les mêmes répercussions, même sans mandat syndical. Donc ça, pour illustrer ce cas-là, je donne toujours l'exemple d'un commandant de CRS, qui était venu une fois sur une cérémonie me voir, qui a fait « Monsieur Langlois !» Il m'a dit « Bravo pour ce que vous faites. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui explique comment ça se passe au maintien de l'ordre, comment on doit subir les ordres, et comment on n'a pas forcément la main mise sur tout ce qui se passe, qu'on n'a déjà pas toutes les informations, qu'on est jeté au pilori à cause d'une direction irresponsable. » Voilà. Et je lui dis, commandant, vous êtes le bienvenu chez nous. Il me dit, oui, mais vous savez, pour le moment, vous ne siégez pas pour les avancements et les mutations. Donc du coup, je privilégie ma carrière. C'est-à-dire que j'adhère à un syndicat non par conviction, mais pour ma carrière. Et l'autre chose, c'est des collègues qui ont raconté ça à François Ruffin, par exemple, hier, qui nous a raconté une anecdote. Non, pas François Ruffin, pardon, non, un anonyme qui est venu les voir, qui a dit, 4 policiers sympas. Il dit, vous étiez sympas, donc il est venu les voir, mais pourquoi vous êtes super sympa, ça se passe bien avec vous, mais comment vous faites pour ne pas dénoncer les dérives de certains de vos collègues? C'est une question qui revient tout le temps et les gens ne comprennent pas ça. Et la réponse a été, nous on fait notre travail, on essaie d'être ensemble pour justement faire notre petite patrouille de policiers, je veux dire, normaux, c'est-à-dire dans un travail républicain d'accompagnement, de réprimer quand il y a besoin de réprimer, de faire de la prévention quand il y a besoin de faire de la prévention, et quand il y a besoin de rien faire, d'accompagner les gens et d'assurer leur sécurité. Leur réponse a été de dire, voilà, après le problème dans la police, à cause d'une minorité qui ont des très grandes bouches, qui sont soutenus donc par la hiérarchie également, ce qui leur permet d'ouvrir très fort leur bouche, ils disent tous ceux qui dénonceront tous les agissements internes, vous serez des traîtres.
Donc ils ont dit, des fois on préfère faire quelque chose de borderline, se brouiller avec quelqu'un de la population, parce qu'on sera brouillé pendant 5 minutes ou 1 heure, plutôt que de se brouiller avec des collègues de travail qu'on va devoir supporter pendant des années, qui ont le soutien hiérarchique et qui vont nous détruire. Donc voilà pourquoi dans la police, une grande majorité des policiers sont tenus par une minorité qui a le soutien de la hiérarchie et qui disent, voilà, tous ceux qui ne pensent pas comme nous, vous êtes des traîtres, il n'y a pas le droit de dire ce qui se passe dans la police, nous portons un uniforme, nous pouvons faire ce que nous voulons. Alors qu'au contraire, notre sens c'est ce que nous dénonçons, nous portons un uniforme, nous avons une immense responsabilité d'exemplarité et de mettre dehors ces personnes-là. Mais à ce moment-là, le soutien du gouvernement, malgré les rappels déontologiques, est complètement à l'inverse. Avec une petite anecdote d'ailleurs sur la déontologie, c'est que ce qu'on nous reproche très clairement également, c'est d'avoir porté atteinte au crédit au nom de la police nationale. C'est-à-dire que les directeurs de la police nationale qui engendrent la situation que tout le monde connaît, aussi bien du malaise au sein de la police nationale, des records de suicides, aussi bien de blessés en manifestation et mutilés qu'on n'a jamais vu depuis des années, tout cela doit être tu. Parce qu'en fait, ce n'est pas les gens qui commettent les délits et le crime qui sont fautifs selon notre direction, c'est ceux qui les dénoncent. Parce qu'ils nous ont dit, si jamais vous n'aviez pas mis ça sur la place publique, ça ne se serait pas su. Et donc, il n'y aurait pas eu d'atteinte au crédit au nom de la police nationale. Voilà la logique dans laquelle est notre administration à l'heure actuelle. Comment vous avez vécu dans la police l'histoire d'Emmanuel Macron à Angoulême, qui posait avec ce t-shirt qu'on connaît tous maintenant, LBD, c'est plus avec un jeu sur la bande dessinée, donc LBD 2020, où on voit un chat avec un œil bandé et un pansement, on comprend qu'il a été éborgné, et donc on comprend pourquoi le t-shirt a été fait, et ce dessin, et tous les dessinateurs qui étaient présents à Angoulême et d'autres d'ailleurs, se sont élevés contre cette politique répressive en termes de maintien de l'ordre. Ça, tout le monde l'a compris assez vite. Mais comment vous avez réagi à la réaction, c'est le cas de le dire, d'Emmanuel Macron, qui explique que c'est la liberté artistique, etc. Donc, évidemment, tous les gens qui ont participé aux manifestations et les premiers touchés d'entre eux, les mutilés, les éborgnés, etc., ils l'ont évidemment mal vécu. Beaucoup d'émotions aussi dans la société française, chez les civils, je dirais. Mais j'ai vu aussi, y compris Madame Kebab d'ailleurs, qui s'est sentie trahie. Et finalement, nous, on a été le dernier rempart pour pas que la République saute, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit clairement. Comment les policiers l'ont vécu? Est-ce qu'ils se sont sentis insultés, instrumentalisés, pris pour des idiots? Comment ça marche? Une fois de plus, il y aura différents points de vue. Je vais commencer par les points de vue opposés aux nôtres, comme ça ce sera fait, mais on ne pourra pas dire qu'il y a différents points de vue. Donc il y a toute une partie des syndicats et des personnes qui disaient on a le droit de faire ce qu'on veut, ont été choqués. On dit monsieur le président, on a tout fait, on a tout sali, on a mis les mains dans les choses qu'on ne devait pas faire pour sauver votre gouvernement. Et maintenant vous nous trahissez en posant avec un t-shirt qui finalement c'est ce que vous nous avez autorisé à faire. Voilà. Ça a été une première réaction. C'était compliqué à comprendre ça, parce que il y a tellement, je dirais, de perfidie autour de cette mise en abîme et en perspective, que lui-même a essayé, a posteriori, devant BFM, de justifier. On n'a pas bien compris. Est-ce qu'il prenait les policiers pour des idiots? Est-ce qu'il dénonçait? Est-ce qu'il acquiesçait? Il y a toujours, avec le président de la République, cette espèce de en même temps voilà, qui fait qu'on peut prendre les choses. C'est l'anamorphose, selon qu'on se déplace un tout petit peu, on voit les choses différemment selon le degré et l'angle. Ouais, tout à fait. Donc là, voilà. Les premiers qu'on dit, c'est une trahison, vous nous avez dit de faire n'importe quoi pour vous protéger, on l'a fait, vous nous trahissez. Bon. Et les deuxièmes, comme Madame Linda Kebab d'unité SGP, qui ont, je pense, une action déplacée, qui sont avec un t-shirt sur je ne sais plus quelle chaîne de télé, en disant 59 suicides dans la police nationale. Pourquoi vous n'abordez pas ce t-shirt? Alors c'est complètement déplacé pour... Ah, vous n'arborez pas ce t-shirt, oui. Oui, pourquoi vous n'arborez pas ce t-shirt? Cette réaction est déplacée. C'est-à-dire que on compare d'un côté des gens qui ont été mutilés, de l'autre côté des gens qui ont été suicidés. Il n'y a pas à comparer qui c'est qui a la plus grande peine ou la plus grande souffrance. C'est pas un concours. C'est pas un concours, c'est deux souffrances qui doivent être traitées. Il n'y a pas de « moi j'ai plus de peine ». Non, en fait, le vrai problème de fond, et c'est ce qu'on défend, c'est que les deux choses sont inadmissibles. Il est inadmissible que les policiers meurent de leurs propres mains parce que nous sommes dirigés par des gens où une institution nous pousse structurellement au suicide. Ça, c'est les mots du directeur général de la police nationale. Donc en plus, je veux dire, c'est lui qui les a dit. Qui part à la retraite. Qui part à la retraite, épuisé après son super mandat. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui ont été mutilés alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est tout à fait inadmissible non plus dans une république. Donc cette espèce de dire on compare la souffrance de chacun pour se faire plaindre, c'est complètement aberrant, inutile, contre-productif. Et honteux, parce que la police doit protéger tout le monde. Notre point de vue à nous,
c'est que M. Macron, c'est le monsieur du en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit c'est au nom de la liberté d'expression, j'ai abordé ce t-shirt, je ne partage pas forcément ce qu'il y a derrière, mais je l'ai abordé. Par contre, cette liberté d'expression s'arrête dès qu'on sort du showbiz. Parce que la liberté d'expression, c'est-à-dire que nous, dans la police nationale, notre liberté d'expression, c'est les sanctions, c'est le tribunal. C'est envoyer, d'ailleurs, petite anecdote, à chaque fois que l'administration est condamnée, c'est les impôts des Français qui payent. Quand on est envoyé au tribunal, c'est les impôts des Français qui payent. Donc à chaque fois, c'est beau la liberté d'expression, mais finalement, le gouvernement de M. Castaner qui dit on est Charlie, ils sont Charlie dans une certaine limite, tant qu'on ne les attaque pas. Voilà. Il y a le crime de blasphème, ça ne marche pas pour les religions, et tant mieux. Par contre, pour le crime d'atteinte à Jupiter, c'est une religion particulière, là, le crime de blasphème, a priori, devrait être mis d'actualité. Donc la liberté d'expression à géométrie variable. Donc en fait, on ne comprend pas. Et puis de façon plus largement dans la société française, quand les gens s'expriment en disant on a tel point de vue, les gilets jaunes, les écologistes, les pompiers, la fonction publique, les syndicats, il y a tellement de secteurs qui veulent s'exprimer sur le fond. Les avocats, les experts comptables, la médecine libérale aujourd'hui. La liste serait tellement longue, et eux par contre n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils doivent justement être réprimés. Donc en fait, M. Macron soit est un hypocrite, soit est un mauvais communicant, en essayant en même temps et de complaire à tout le monde, il s'est mis tout le monde à dos. Dans tous les cas, ce qu'on préférait plutôt que des jolies photos, avec un sourire crispé d'ailleurs, c'est des actes concrets, en disant, voilà, un exemple d'ailleurs, des collègues qui ont participé à une formation européenne pour montrer, ils ont posé la question à nos autres collègues européens, que pensez-vous de la police française? Quel que soit le pays, ils ont tous explosé de rire en même temps. Ils ont dit, dans la police française, vous avez un gros problème et vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes un petit peu l'Arlésienne de la police au niveau de l'Europe, tout le monde se moque de vous. Se moque de vous parce que quand il y a un problème, vous ne le réglez pas, vous le mettez sous le tapis. Il y avait des collègues anglais qui ont dit quand il y a eu des émeutes dans les banlieues, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des récriminations, et la police anglaise a mis tout sur le tapis, a donné des explications dans certains cas, a dit voilà, on revu des méthodes dans d'autres endroits. Mais encore il y a une semaine sur l'attaque terroriste, ils le disent publiquement, qu'ils vont changer leur méthode, renforcer tel ou tel Donc contrôle. on dit, on affronte la réalité. Il y a eu des choses qui ont été faites, normales, pas normales, mais on l'affronte, on dit maintenant, on va parler de l'avenir. Les Espagnols, sur les lanceurs de balles de défense, 7 mutilés, action, on prend la chose, on arrête. Voilà. Il y a toujours des réactions en disant on affronte la réalité, elle n'est peut-être pas forcément reluisante, mais si on ne l'affronte pas, ça ne marche pas. Et en France, donc, ils ont dit vous n'affrontez rien, vous êtes dans le déni. Le déni au plus haut niveau, et c'est institutionnel, parce que j'ai un copain qui a travaillé pour l'IGPN et qui a dit les notes de service des directeurs de la police nationale se terminent toujours par la phrase suivante. Veuillez me faire remonter toute difficulté d'application dans la présente note de service. Comprendre, s'il y a une difficulté, c'est vous qui êtes incompétent. Voilà. Et surtout, ne me cassez pas les pieds si ça ne va pas. Ce qui veut dire que le directeur, avec cette petite phrase, en toute honnêteté, qu'on lui pose la question est-ce qu'il y a des problèmes dans la police nationale, il dit je n'ai eu aucune remontée, donc, c'est-à-dire que tout va bien. Les autres polices européennes, quand ils demandent une instruction ou une note de service, après, il y a un contrôle derrière de cette note de service pour savoir comment elle est appliquée. Et il y a une analyse pour savoir les résultats. Chez nous, les résultats, c'est si ça remonte, on est tranquille. Et on peut dire les yeux dans les yeux, comme pour l'expression de M. Macron, que tout va bien. Parce que tout est agencé comme une pièce de théâtre en avance. Malheureusement, on dit parfois aujourd'hui les yeux dans l'œil. Alors, juste, ça me fait penser, je vais te donner mon sentiment, qu'il y a une espèce de double problème aussi dans la police nationale. Peut-être à deux extrémités d'ailleurs. D'une part, une radicalisation indubitable de certains personnels pour des faits religieux. Et que là, on fait des exemples, puisqu'il y a quelqu'un qui a été révoqué, je crois, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, elle a fait un tweet. 6 ans. 6 ans, alors j'étais loin du compte. 6 ans, elle avait fait un tweet sur les territoires occupés, en Palestine, etc., s'élevant contre la politique israélienne, etc. Elle a tweeté pour les Palestiniens, on a dit elle est radicalisée. Alors même qu'au cœur même du renseignement français, la préfecture de police de Paris, qui est un sanctuaire, la sécurité des personnels n'est pas assurée. Et il ne me semble pas, mais tu me donneras, moi je parle avec beaucoup de policiers, puis je commence à un petit peu connaître le sujet, bien moins que toi, pas l'impression qu'on lutte vraiment contre la radicalisation et qu'on fait des exemples. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais, tu nous parleras aussi de ce qui est arrivé à Noam concernant les musulmans, la liberté de culte, etc. Et je veux bien convenir que c'est un sujet difficile, parce que où est-ce qu'on met le curseur, quels sont les signes réels de radicalisation, etc.
c'est un sujet compliqué, mais encore, et on va montrer ça, et encore faudrait-il l'aborder. Deuxième élément, on parlait, tu l'as dit à plusieurs reprises, les éléments en roue libre qui sont, j'espère, pas majoritaires, je ne le crois pas, loin s'en faut, il y en a quelques-uns. On dit d'un côté déontologie, mais ce sont des gens qui sont impliqués dans des procédures IGPN et qui reçoivent la plus haute distinction, la médaille de la police. Alors là aussi, je ne vais pas citer des noms, on ne va pas faire des attaques à dominem, ça n'a aucune importance, mais les gens qui ont été impliqués dans des violences, M. Castaner les a récompensés. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Alors, je vais commencer par les récompenses IGPN et les bons et loyaux services. Déjà, c'est inadmissible que des gens qui sont sous enquête IGPN puissent être... je veux dire, on peut dire la personne a fait peut-être des choses bien, on va attendre l'enquête IGPN et à la fin, on redonne la médaille ou on ne la donne pas en fonction du résultat. Ça aurait été quelque chose de bon sens. Ensuite, à force de ne pas vouloir payer les policiers, également, M. Castaner pensant qu'on en donne des médailles en chocolat à tout le monde, tout le monde serait content. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont eu la médaille de la sécurité intérieure, 9000 personnels, alors que pour l'année, il y en avait 5000 de prévus. Voilà, donc 9 millions une fois, la médaille ne vaut plus rien. En plus, il y en a une bonne partie qui ne veut pas aborder médaille manifestation gilet jaune. Parce qu'il y a le motif de pourquoi on a la médaille de la sécurité intérieure. Si on dit comme il y a des gens qui ont fait n'importe quoi, c'est une médaille plus de la honte pour une partie. Voilà. Donc on file des petits gadgets, voilà. Et certains collègues en plus ont eu le plaisir de savoir que le chef de service leur a dit en plus, le prix de la médaille sera retenu sur votre feuille de salaire le mois prochain. Donc ça, c'était la grande classe. C'est élégant. Donc, elle n'est pas en or. Non, elle n'est pas en or, heureusement. Voilà. Ensuite, sur les dysfonctionnements, du coup, on arrive avec des gens qui sont complètement en roue libre, une minorité, mais par exemple sur Paris, si un jour vous croisez quelqu'un avec marqué dans son dos GO CRS, c'est Groupement Opérationnel CRS de Paris, fuyez. Fuyez parce que cette personne, comme disaient certains collègues CRS, je ne regarde pas Koh-Lanta, mais il a le totem d'immunité de Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, tabasser des gens dans un Burger King, charger tout seul, frapper les gens. Toutes les images qui ont tourné sur les réseaux. Donc sur lui, en fait, il est dans tous les mauvais coups et il n'a rien. Il fait peur même à des commandants de compagnie de CRS. C'est-à-dire qu'un commandant de compagnie de CRS, c'est quasiment Dieu sur un bateau. Voilà, il fait ce qu'il veut de sa compagnie. Et là, même eux se couchent devant lui. Donc on ne sait pas qui protège cette personne et qui lui autorise à faire toutes ces exactions, mais n'empêche qu'il y a des gens comme ça qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est Terminator, quoi. Voilà, mais il y en a d'autres, le commandant Andrieux, ça avance pas très vite non plus. Voilà. Donc il y a des priorités a priori dans cette police. Ensuite, sur la radicalisation, ce qui est intéressant, c'est que la police nationale vient de faire un magazine, je le montre ici, Lutter contre la radicalisation. Voilà, bon. Et donc ce qui est bien, c'est que les critères de radicalisation sont très clairs. En fait, c'est ce que nous on demande depuis des années, c'est que ce soit classé comme les dérives sectaires, c'est-à-dire coupé de sa famille, en lien avec une idéologie, qui veut remettre en cause l'ordre établi. Voilà, repli sur soi, rupture avec la famille, l'école, changement de comportement identitaire. Il y a des signes extérieurs très précis, qui sont en fait finalement les signes, de la dérive sectaire. Donc nous, on avait dit plutôt que de stigmatiser les comportements d'une religion, on dit dans chaque religion, c'est possible pour toutes les religions en France, sauf l'islam. On aurait dit, voilà, ça permettait de dire, il y a des comportements qui ne sont pas admissibles, c'est des dérives sectaires, il y a des moyens de lutter contre ça, c'est cadenassé, et ces gens-là n'ont rien à faire, ils doivent être surveillés, et voir s'ils commettent des choses plus graves ou préparent des attentats, doivent être arrêtés. Dans la police nationale, nous avons le cas de M. Harpon, qui a commis un attentat. Voilà. Notre syndicat avait dit dès le début, d'ailleurs par la voix de Noam Anouar, que c'était un attentat terroriste, lié avec la radicalisation. Oui, parce que là, on ne sait pas bien, aujourd'hui, il y a eu... Monsieur Castaner avait dit tout de suite, c'est un fonctionnaire modèle. C'est incroyable, voilà. Enfin je veux dire, il avait dit, et là encore, je reviens sur ce que tu disais sur les notes de service, rien n'est remonté. Et il avait même incriminé les collègues en disant, vous n'avez pas fait votre boulot, vous ne l'avez pas signalé. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Donc on est dans du délire pur et dur. Et donc ensuite, ce qu'il faut savoir pour le cas de Monsieur Harpon, c'est que c'est dans la police nationale, quand quelqu'un est handicapé, c'est très compliqué pour lui, parce que les directeurs veulent de la performance, du chiffre, etc. Donc ils persécutent les gens handicapés. Donc c'était le cas de M. Harpon, nous avons un de nos adhérents qui était handicapé, qui a été persécuté, et je donne l'anecdote, sur un mouvement gilet jaune, il est venu faire du maintien de l'ordre, c'est dans une petite ville de province, donc rien de violent, c'était des ronds-points, mais à un moment, la position debout, parce qu'il a un taux d'incapacité de 18%, il ne pouvait pas la maintenir. Donc il est retourné au commissariat en disant, s'il y a des procédures judiciaires, je les ferai. Sa hiérarchie lui a dit, il fallait rester sur le terrain, nous allons vous mettre une sanction pour manquement au devoir d'obéissance. Il a dit, je suis venu en renfort, je suis handicapé. Et en fait, la logique derrière, c'était que les postes qu'il avait, qui étaient un poste du coup avec des horaires plus souples, etc., étaient réservés pour certains pistonnés en récompense de leur bon et loyaux service, mais qui n'avaient aucun problème
d'handicap. Donc ce qu'a subi M. Harpon, c'est des brimades, parce qu'on peut imaginer. Et d'habitude, dans la police nationale, le management aboutit soit à des burn-out, soit à des démissions, soit à des suicides. Là, ils ont un cas nouveau, quelqu'un qui est tombé dans la radicalisation parce que des gens, des prédateurs, ont profité de sa faiblesse psychologique, l'ont rassuré, l'ont instrumentalisé. Et la mosquée qu'il fréquentait était surveillée à la fois par le renseignement territorial et par la DGSI, parce qu'il y avait eu des départs en Syrie. Donc en plus, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas où il allait, on ne savait pas qui il fréquentait, en plus des alertes internes dans la police nationale. Donc il a commis son attentat. Monsieur Castaner complètement déconnecté, parce que c'est là où on voit la différence entre ce qui remonte, pour ne pas être embêté, on n'a rien vu, on met tout ça le tapis, et donc Monsieur Castaner a pu dire, de toute bonne foi d'ailleurs, malheureusement c'est là où c'est le drame, c'est que Monsieur Harpon est un fonctionnaire modèle et qu'il n'y a pas de problème avec lui. Parce que tout le monde en dessous avait dit, on ne veut pas que ce soit nous qui remontons l'information, parce que ça va nous dire qu'il y a des problèmes, on va devoir prendre des décisions, et pour avoir nos promotions, c'est la politique du pas de vague. Pas de vague qui arrive à un drame. Un drame où d'ailleurs personne n'est sanctionné pour la responsabilité dans tout ça. Hein. Personne n'a bougé de place, personne n'a été sanctionné. C'est juste une honte au bout d'un moment. Donc, suite à ça, M. Castaner a dit, il faut que j'agisse, il faut que je brasse de l'air, il faut que je dise, on va chercher des radicalisés. Donc là, on a donné l'ordre, il nous faut un nombre de radicalisés à annoncer à la presse. Donc, je ne sais plus à combien on est, de toute façon, c'est des chiffres bidons. Et on arrive à des radicalisés comme cette collègue. Qu'on soit pour ou contre la Palestine, qu'on soit pour ou pro-Israël, là n'est pas la question. Ça n'a rien à voir avec les critères de radicalisation évoqués. Donc hier, elle est passée en conseil de discipline également. Elle a été révoquée pour radicalisation. Ils auraient pu invoquer la neutralité du service public, d'avoir des prises de position politiques en tant que policier, identifiables. Il y avait plein de motifs qui auraient pu... Moi, je pense que la liberté d'expression n'engage qu'une personne, voilà, mais éventuellement, on aurait pu avoir une base à peu près légitime qui aurait ouvert un débat. Là, il n'y a même pas de débat, ça ne rentre pas du tout dans le cadre. On est dans le cadre de M. Castaner va pouvoir annoncer « J'ai viré tant de fonctionnaires pour radicalisation, vous avez vu, j'agis ». En faisant ça, il ne règle rien du tout, parce que les vrais dangers, eux, ils ne sont pas traités. Là, on a traité les apparences, la forme et le va-vite, sans aucune enquête très sérieuse. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que nous avons un capitaine de police qui a également été suspendu de ses fonctions de la lutte antiterroriste au niveau de la radicalisation, car musulman. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce collègue est allé au tribunal en disant en référé, je conteste cette décision, parce que moi je n'ai rien fait, je suis un policier républicain, ma religion ne regarde que moi dans ma vie privée, et ce qui est assez normal. La défense de l'administration a été démontée point par point, et finalement le joker final de l'administration a été « Ah mais oui, mais s'il est normal, c'est parce qu'il utilise la méthode prévue dans le Coran, c'est de se cacher pour pouvoir sortir au dernier moment du bois. Donc sa normalité prouve sa radicalisation. » Et là, du coup, c'est imparable parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? C'est impossible. Et j'ai vécu ça pour un enseignant. Et en fait, je siégeais à une commission de recours où il a été viré de l'éducation nationale parce que justement sur les mêmes motifs. Prouvez que vous n'avez pas acheté un ordinateur pour vous servir sur des sites, pour aller sur des sites djihadistes. Et comment vous voulez prouver quelque chose que je n'ai pas fait? Ouais, c'est toujours le... Et à la fin, on dit on va vous virer parce qu'il y a un soupçon. Donc en fait, le soupçon remplace la preuve. Et c'est très dangereux parce que des personnes pourraient justement se radicaliser à cause de cette incohérence totale qui persécute des gens qui n'ont rien fait, plutôt que de se concentrer sur les vrais dangereux. Et là, pour le coup, il n'y a rien qui est fait parce que on est dans de la statistique, de l'approximation, de la communication, et qu'a priori, le ministre, lui, il s'en fiche. C'est pas lui qui se fera assassiner, c'est pas lui qui va subir les coups, donc forcément... Donc ce qu'on est en train, quand même, c'est grave, de nous expliquer, c'est que en fait, au sein de la police aujourd'hui, la police ne doit pas faire de vagues, elle est chargée un petit peu d'être la voiture balai de l'exécutif, et d'appliquer de toute façon, d'une certaine manière, sa politique, puisque comme une politique, quand elle est contestée, on l'a bien vu qu'elle continue d'avancer et que c'est la police qui a fait rempart, que les chefs de service, les directeurs, etc., finalement doivent faire du chiffre, des statistiques, mais ne s'attaquent pas aux vraies causes, qu'il y a une perte, il y a une bureaucratisation excessive aussi, c'est ce qu'on entend, et peut-être que les gens aimeraient être un peu plus sur le terrain, rendre service à la population, et que de fil en aiguille et de Caribe en Scylla, finalement, on en arrive à des situations où les gens perdent le sens de leur mission, le sens de leur métier, sont finalement un peu, eux aussi, instrumentalisés. La police, c'est quand même le prolétariat. Moi, j'ai pas peur des mots. Quand on regarde les traitements, les salaires, etc., et on comprend pourquoi il y a beaucoup de policiers qui se disaient gilets jaunes et qui sont... Parce que finalement, c'est ceux qui vivent aussi. Je pense l'essentiel des fonctionnaires de police, mais que finalement tout le système conduit d'une part à excuser
ou à mettre sous le tapis les comportements les plus douteux, une politique du chiffre qui est essentiellement de la communication, mais qui ne va pas en profondeur régler à la fois les problèmes de la société, mais aussi les problèmes internes à la police nationale, et une perte d'humanité et dans toute la chaîne de responsabilité de la police nationale. Finalement, les gens ne savent plus trop ce qu'ils font là et ne sont pas entendus. Est-ce qu'on peut résumer comme ça On peut résumer très parfaitement, parce que même les statistiques, en plus d'être complètement déconnectées de la réalité pour la communication gouvernementale, a quelque chose de très grave également, c'est qu'après ça décide de le déploiement des policiers sur le terrain. C'est-à-dire que si les chiffres de la délinquance baissent, au niveau des ministères, ils vont dire on va mettre moins de monde. Nous, on a déposé une dénonciation pour le trucage des statistiques à Marseille, confirmée par un audit interne qu'on ne voulait pas nous donner, mais que la justice a forcé l'administration à nous donner, parce que nous avons été sanctionnés pour ça quand même, d'avoir dénoncé les trucages des chiffres de la délinquance. Mais à Marseille, le lendemain des annonces des baisses des chiffres de la délinquance, ils se réglaient les comptes à la Kalachnikov dans la cité. Voilà, aujourd'hui, dans les quartiers nord de Marseille, nos collègues sortent à deux. Et au bout d'un moment, ils se mettent en danger et ils ne peuvent rien gérer. Donc en fait, il y a ce choix très dangereux de l'apparence plutôt que du fond. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, c'est impossible. Et sur la bureaucratie, oui, parce qu'effectivement, on nous dit des fois, vous n'aimez pas les commissaires. Non, on n'aime pas les bureaucrates, en fait, quel que soit leur niveau de responsabilité. Mais un bureaucrate qui est chargé des crayons et des papiers et des timbres n'a pas un impact sur tout le service. C'est dommage qu'elle n'était pas partie à l'heure, mais voilà. Par contre, un chef de service bureaucrate impacte tous ses subordonnés. Un exemple très concret, un service de la police judiciaire qui a été dirigé par un bureaucrate, burn-out, tentative de suicide dans son service, démotivation, demande de mutation. Il est parti, il y a eu un nouveau chef de service qui est arrivé, qui a pris sa place. Il a dit, bah voilà, qui fait quoi? Où sont les problèmes en souffrance? 3 mois après, tous les gens qui étaient en souffrance au travail avaient été changés de place pour que tout le monde puisse être efficace au travail. Il était en tête, c'est-à-dire que ce n'était pas un bureaucrate, c'était un flic. Et du coup, la motivation est revenue. C'est-à-dire qu'on n'avait plus un commissaire politique de l'Union soviétique qui flingue les gens qui dépassent, on avait un Napoléon au pont d'Arcole. Du coup, c'est pas du tout pareil d'avoir quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui abat ceux qui ne vont pas dans le bon sens. Et en fait, l'administration, c'est ça à l'heure actuelle. C'est que malheureusement, dans la police nationale, à cause de ce système institutionnel et structurel qui pose à la faute, voilà, c'est structurel, les policiers ont plus peur d'un gars en costume cravate avec un crayon qui peut rayer leur carrière, enfin, c'est grave, ceci, on peut se faire virer pour rien, que des gens qui commettent des attentats, par exemple. Mes collègues n'ont pas peur d'aller interpeller un terroriste et d'aller se battre pour protéger les gens. Alors qu'ils peuvent se faire tuer pour le coup. Par contre, un gars en costard-cravate, ça leur fait peur. Donc tant qu'on n'aura pas remis cette police avec un contrôle externe, avec un sens des missions de protéger les gens plutôt que de protéger la com du gouvernement, ben on aura fait un grand pas en avant. Eh bien, merci Alexandre pour d'abord cette franchise. Ces propos vont faire réagir, c'est sûr. C'est le but aussi. On espère qu'il y aura aussi une prise de conscience de la part de l'exécutif, parce que cette prise de conscience, je puis en témoigner, dans la population, elle existe, et elle ne cesse d'augmenter, d'être plus aiguë sur les problèmes rencontrés par notre société, à la fois par les manifestants, mais aussi par tous les personnels, quels qu'ils soient, tous ceux qui ont des métiers finalement à vocation. Que ce soit des enseignants, des policiers, des infirmières, des médecins, des aides-soignants, des avocats, des experts comptables, je veux dire, parce qu'on a souvent une vision des artisans un peu figée. Moi, j'ai couvert par exemple la manifestation la semaine dernière, ou en début de semaine, il y avait beaucoup d'avocats, essentiellement des avocats, c'était lundi, des avocats, un peu d'experts comptables, mais aussi beaucoup de médecins, la fonction publique hospitalière, mais beaucoup de libéraux, essentiellement des libéraux. Je veux dire, il y a 80% des avocats qui ne bouclent pas leur fin de mois. Alors il y a les stars du barreau, etc., mais les types ne gagnent même pas le SMIC. J'ai discuté avec des dizaines et des dizaines, et qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont fait leurs études, il faut payer l'étude, c'est le cas de dire, le cabinet, etc. Et finalement, il y en a beaucoup, de plus en plus, qui se reconvertissent, qui se retrouvent caissiers dans une petite et moyenne surface parce qu'ils n'y arrivent plus. Donc on est en train de désespérer tous les métiers à vocation par une gestion comptable et politicienne des carrières. Et parce que finalement, on le voit aussi peut-être, mais là je m'éloigne un peu du sujet, mais avec la réforme des retraites, on est dans une espèce de mécanique froide et implacable et un peu stupide, parce que quand j'ai vu les différents acteurs
du gouvernement ou de la majorité tentait d'expliquer la réforme des retraites, ça a un peu ramé parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'il y avait dedans. Donc c'est aussi une façon, ce qui se passe dans le pays, de retrouver un peu les fondamentaux de la société française, un pays apaisé, avec des profs, des avocats, des médecins, des notaires et des policiers qui sont un peu considérés et qui ne sont pas utilisés comme ça pour être des variables d'ajustement de politique financière en fait. Voilà. On est d'accord. Et puis je tiens à préciser une chose aussi, ce qu'on me reproche souvent, enfin, c'est ce qu'essaye de faire passer la direction de la police nationale, que j'en veux personnellement à certains directeurs ou aux ministres. Alors, je leur en veux dans le cadre de leur fonction. Je ne connais pas ces personnes à titre personnel, elles sont très, très sympas dans leur vie privée et je ne pourrais pas leur juger. J'en veux comment ils incarnent leur fonction et c'est dans ce sens-là qu'on les attaque. Et je me prie de m'excuser auprès de M. Castaner, qui pourtant a bien fait la leçon à Noam hier, d'avoir repris la parole aujourd'hui, d'avoir dénoncé ce qui n'allait pas et de ne pas être passé par sa censure de son service de propagande. Donc je m'en excuse auprès de lui et puis il fera ce qu'il aura à faire. Alexandre, merci. Je pense qu'on va te souhaiter bon courage et Merci. puisque finalement aujourd'hui on se rend compte que tu vois les gens te qualifient beaucoup de lanceur d'alerte et je pense que c'est un signe des temps que de passer de syndicaliste dans la terminologie même à lanceur d'alerte. On lance une alerte, on dit, et c'est ce que vous essayez de faire à Vigie, il faut tirer la sonnette d'alarme, j'appuie sur le bouton rouge, on part à la dérive, il y a ça et ça qui ne va pas. Et donc ça, je pense que c'est un signe des temps. Et en tout cas, merci pour ta franchise et ton courage. Merci de donner cette liberté de parole chez toi. À bientôt les amis, essayez de partager, parce que ce que vient de dire là Alexandre est particulièrement fort, sincère, mais aussi quand même très préoccupant. À bientôt.